Omar El-Béchir renversé pour avoir augmenté le prix du pain. Aussi cocasse que cela puisse paraître, c'est bien la raison principale qui a déclenché en décembre 2018 des manifestations quasi quotidiennes qui, 4 mois plus tard, ont eu raison de 30 ans de dictature militaire arrivée au pouvoir par un putsch. Mais les populations qui ont envahi les rues du pays par milliers pour faire chuter Omar El-Béchir ont encore quelques exigences à faire. Visiblement, d'abord, elles se sont opposées et obtenu le départ d'Awad Ibn Ouf, ministre de la Défense et chef du Conseil militaire de transition, désormais aux commandes du pays, accusé d'être de la même veine que son frère d'armes. Il a dû renoncer au pouvoir vendredi soir et nommer un autre militaire pour lui succéder. Nouvel homme fort du pays, Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé entre autres la levée du couvre-feu instauré par son prédécesseur, la libération de tous les manifestants arrêtés ces dernières semaines et promis d'éliminer les racines du pouvoir déchu d'Omar El-Béchir. Entre autres personnes débarquées malgré la démission du patron du puissant service de renseignement soudanais, organe accusé de la répression du régime défunt. La population reste mobilisée et a une seule doléance qu'a répété les organisateurs de la contestation: le transfert rapide du pouvoir à un gouvernement civil de transition. Soudan, chute du régime d'Omar El-Béchir. Après 30 ans, le peuple, seul maître et détenteur du pouvoir, c'est le thème retenu pour l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Merci de garder votre position. Le débat s'installe après ceci. Et à nos côtés aujourd'hui sur ce plateau, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de protection de sécurité. Vous êtes également président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Face à vous, Victor Emmanuel Ekwa-Bébé 3. Bonjour. Bonjour Joannes et bonjour Monsieur Hamzat. Bonjour Monsieur. Vous êtes journaliste, coordinateur de la communication Afro-Baromètre pour l'Afrique francophone. Messieurs, nous avons aujourd'hui une véritable opération de charme. C'est en tout cas ce à quoi nous assistons de la part du Conseil militaire de transition. Est-ce que sa création et son existence sont utiles selon vous, Victor Emmanuel Ekwa-Bébé 3? Alors, dans le cas actuel, dans l'état où se trouvent les choses, utile ne serait peut-être pas le mot approprié. J'ai plutôt envie de dire que on fait avec, parce que voilà, ce sont eux qui ont pris la décision, même si en arrière-plan on a le peuple, ce sont quand même eux qui ont physiquement fait partir Omar El-Béchir et qui aujourd'hui assure une forme de transition dans un flou qui maintient encore la population, comment je vais dire ça, qui est sur ses gardes. Voilà. Donc après, c'est montrer un bon visage à ce peuple-là. Vous l'avez dit en introduction, ils ont déjà essayé de le faire en faisant partir le premier homme de la transition et en installant quelqu'un d'autre qu'ils présentent comme n'étant pas tout à fait du sérail. Et puis, bon, montrer un bon visage aussi au niveau de la communauté internationale, en essayant de voir dans quelle mesure, dans 1 an, dans 2 ans peut-être, organiser des élections et remettre le pouvoir aux civils. Donc là, on est dans une phase inconnue, où on ne sait pas encore ce qui peut arriver, même demain, même tout à l'heure, parce que les manifestations continuent. Donc on reste dans l'expectative, j'ai envie de dire. Voilà. Souleymane Hamzat, est-ce que nous sommes en face d'un coup d'État? Parce que, visiblement, les militaires qui ont arracher le pouvoir Omar El-Béchir n'utilise pas ce terme-là. Est-ce que c'est un coup d'État selon vous? Pur et dur. Un coup d'État pur et dur. Pour quelqu'un qui a une connaissance, un minimum de la conspiration, c'est un coup d'État pur et dur. Parce que, pour la petite histoire, Omar Hassan El-Béchir était dans son bureau et a donné des instructions pour que les manifestants qui étaient en face soient recalés ou refoulés. Il se fait que les manifestations étaient aussi intenses que les militaires n'ont pas pu faire refouler tous ceux qui étaient dans la rue. Et la décision était de savoir si on se faisait briser à l'intérieur, parce qu'il y avait déjà autour de l'armée
une scission. On sentait déjà qu'il y avait des militaires qui avaient déjà pris position pour le... On a notamment vu des militaires qui dansaient avec les manifestants. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, c'était mort. Alors, il a pris la décision. Il attendait au fait que ça vienne des militaires. Et ils ont proposé de le destituer. Ce qu'il a même apprécié. Donc, selon vous, c'est une entente entre Omar El-Béchir et les cadres militaires du régime. C'était déguisé. Et avec le consentement de l'ex-chef de l'État. De celui... Oui, tout à fait. Avec son consentement. Et une fois destitué, ils lui ont permis quand même de sortir du palais et de prendre la voie de l'aéroport. Donc ça veut dire qu'il y a une complicité. S'il a été destitué, il devait faire l'objet d'arrestation immédiate. Mais ils ont soutenu qu'il était détenu. C'est ce qu'ils ont dit. Ils supposaient détenu. Mais il a pris la voie de l'aéroport. Et on ne sait pas d'où est parti le communiqué qui a demandé la fermeture des frontières. Donc, ceci étant, ne pouvant pas sortir par l'aéroport, il a dû rebrousser chemin vers sa ferme. Et c'est là-bas qu'il a été arrêté. Donc, vous voyez, on sent qu'il y a une complicité quelque part qui ne dit pas son nom. Mais j'aimerais attirer l'attention des téléspectateurs sur ce point-ci. Et je suis entièrement d'accord avec lui quand il dit qu'il y a quelque chose qui sent comme si on est ensemble, on continue dans le même chemin. Le ministre de la Défense, qui devait prendre le pouvoir après lui, Ibn Ouf, s'est vu carrément rejeté par la population. Tout à fait. Mais dites-moi, après 30 ans, est-ce qu'il y a du neuf? Après avoir exercé 30 ans de pouvoir, est-ce que dans le sillage de moi, Hassan El-Béchir, il y a du neuf? Ça, c'est le premier paramètre pour lequel je m'explique. Le deuxième, c'est celui par rapport aux populations qui manifestent. Mais il n'y a pas de tête, il n'y a pas de leader. Ah non, il y a un comité qui a notamment déclenché la manifestation. Il y a plusieurs partis politiques qui donnent de la voix et qui représentent les manifestants. Le peuple avait faim. Vous venez bien dire à l'entame de votre émission qu'il a fallu une baguette de pain pour le faire partie. Les gens ont faim. Ce n'est pas une histoire d'organisation. L'organisation vient après. Mais de toute manière, jusqu'à là, il n'a pas été prouvé que M. X ou Y est le leader, le porte-parole de cette manifestation. Non, c'est le peuple. Et le peuple, c'est qui? C'est tout le monde. C'est vous, c'est moi. Justement, il faudrait, ouais, dans ce genre de ma courte expérience, vous me permettez, je crois et je pense que quand il y a une action de cette envergure-là qui se lance, il faut y avoir des leaders. Même dans un groupe, hein, c'est connu dans le thème de la conspiration, dans les méthodes conspiratives. Quand vous prenez de conspiration, pardon, quand vous prenez, vous décidez d'attaquer, vous mettez il faut qu'il y ait une organisation, toujours. Mais quand on va dans ce méli-mélo que nous voyons là, on a la crainte que les manifestations continuent. Et vous voyez, ça ne s'arrêtera pas. Mais selon vous, est-ce que le Conseil militaire de transition est utile aujourd'hui? Dans le cadre actuel, oui. Oui et non. Je vous dirai pourquoi oui et non. Oui, parce qu'il faudra maintenir l'ordre, faire maintenir l'ordre pour que ça ne bascule pas. Les cadres les mieux aguerris dans ce genre d'exercice, ce sont les militaires ou les policiers, etc. En tout cas, les hommes en armes. Le deuxième paramètre, non. Parce que le peuple demande à ce qu'il y ait tout de suite... un homme neuf. Voilà. Mais l'homme neuf, déjà, on ne l'a pas déjà, parce qu'on ne le voit pas. Il doit être issu de la contestation, notamment. Exactement. Forcément de la contestation. Pour plaire au peuple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Et mieux, non, pas mieux, mais pire, l'armée dit qu'il faut une transition de 2 ans. À 2 ans, c'est beaucoup. J'ai le temps de me faire 2 enfants encore. Donc une boîte de Pandore, visiblement. Oui. Voilà, alors le Conseil
de transition dit qu'il n'y a pas de coup d'État. On a démis quand même le chargé d'affaires en poste aux États-Unis, qui est un ancien dirigeant du très redouté service de renseignement soudanais. On demande à l'opposition finalement de proposer un nom de Premier ministre qui sera chargé de diriger un gouvernement civil. C'est en tout cas visiblement ce que le Conseil militaire de transition demande. Victor Emmanuel Kwabébé, est-ce que nous ne sommes pas en train de glisser vers une supercherie actuellement au Soudan? Oui, je pense qu'ils essaient un peu de jouer sur les mots là, parce que il y a une demande du peuple qui est claire, c'est que le pouvoir soit intégralement remis aux civils et que les militaires retournent à la caserne. Les militaires, eux, dans leur esprit et dans la continuité de ces 30 années du régime de Omar el-Béchir, veulent encore quand même garder la main. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avant Omar el-Béchir, depuis l'indépendance en 1956, le pays a toujours été sujet à ce genre de changement-là. Il n'y a pas encore une véritable démocratie depuis l'indépendance au Soudan. Un pays qui a aussi été déchiré avec la partition avec le Soudan du Sud en 2011. Donc, voilà un pays assez déchiré, dont la majorité de la population, je crois 70% environ, est jeune, c'est moins de 35 ans. Voilà un pays où quand même les gens sont assez éduqués. Beaucoup parlent de cette jeune Absa, je crois, qui est en études d'ingénieur, et c'est le cas de beaucoup d'autres jeunes autour d'elle. C'est, je crois, 45% de la population qui est dans les niveaux post-secondaires. Donc, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Voilà pourquoi la contestation ne démord pas. Alors, le plus simple, à mon avis, pour les militaires, ce serait peut-être d'organiser un conclave avec cette population-là. C'est vrai, M. Hamzat l'a souligné tout à l'heure, il n'y a pas de véritable leader politique, il n'y a pas un exilé de retour au pays, ou bien un opposant sorti de prison, quelqu'un qui dit oui, allons-y. C'est quelques groupes par-ci par-là. Est-ce que ces groupes pourraient s'entendre pour présenter 1, 2, 3 personnes et aller discuter avec les militaires? Si, bien sûr, la discussion était ouverte, la question reste posée. Maintenant, c'est aux militaires, en fait, vu que ce sont eux qui ont entre griffes, les institutions pour le moment, et le peuple, lui, il a la rue. C'est peut-être à eux d'ouvrir ce dialogue-là. Sinon, j'ai bien peur qu'à un moment donné ou un autre, le militaire, il obéit aux ordres. Et à un moment donné, le temps peut à nouveau se durcir. Voilà. Alors, cette nouvelle main tendue donc, du Conseil militaire de transition ne semble pas trouver écho auprès des représentants donc, du mouvement qui a fait partie Omar el-Béchir. Ils ont notamment boycotté les assises convoquées par le Conseil militaire de transition, notamment parce que à ces assises-là, il y avait le parti État, le parti d'Omar el-Béchir qui était aussi représenté. Est-ce que nous ne sommes pas en train je dirais, de favoriser une surenchère actuellement, ou bien non? Il faut tout arrêter, remettre le pouvoir au peuple et écouter ce que le peuple dit, parce que visiblement, encore aujourd'hui et probablement demain ou après-demain, des milliers de Soudanais sont toujours dans les rues, devant le QG de l'armée notamment, dans la capitale, et demandent qu'un gouvernement de transition, donc civil, c'est important de le préciser, soit installé tout de suite. Il n'y a pas de transition militaire à tolérer pour 1, 2 années encore. De toute manière, je constate avec vous que la supercherie continue d'animer, n'est-ce pas, la classe politique africaine. Je constate malheureusement qu'on ne commence pas à officialiser, n'est-ce pas, les coups d'État en Afrique. Comment donc? C'était le cas du patriarche Mugabe. Je me suis plaint ici, sur ce plateau, que ça va faire école. Je vous l'ai dit, ça va faire école. Et c'est pas fini, ça va continuer. Selon vous, ça va continuer? Mais ce qui s'est passé en Algérie, vous l'appelez quoi? Vous appelez ça quoi? C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Vous pensez que c'est la rue qui a fait partie pour on pourrait donc remonter jusqu'au printemps arabe. Oui, c'est pas, évidemment, c'est pas la rue qui a fait partie du Bouteflika. C'est le chef d'état-major qui a décidé avec l'armée que Bouteflika doit être mis de côté. C'est pur et simple. Manifestation, machin, crier, l'armée fera. Je voudrais même. Oui, mais je voudrais, si vous me permettez, même revenir sur un point sur lequel je m'amuse souvent à demander que ceux qui sont sachants ou savants puissent analyser cette question. Mais les militaires pour lesquels on refuse le pouvoir sont quand même des citoyens.
Ils ont le droit de citoyenneté au même titre que les civils. Pourquoi leur refuser ça? Moi, c'est un truc que je ne comprends pas jusqu'à là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de confier un pouvoir à un militaire? Il n'y a aucun risque. Le militaire est plus discipliné qu'un civil. Vous oui, savez? Oui, mais... ça, je peux me le dire. Oui, envoyez-moi sur n'importe quel plateau de télévision du monde, je vous le dis. Il n'y a qu'à regarder le défilé militaire. Il n'y a qu'à regarder un simple défilé. Allez, le 1er août, là, sur la grande avenue des Arts, vous verrez le bordel par rapport au civil. Le militaire, c'est le civil d'abord, recruté, traité, entraîné dans les règles. Il a les armes. C'est ce qui fait peur. Non, pas les armes. La discipline lui a inculqué. Mais on a souvent vu, ce que vous dites, je pense que c'est l'idéal, sous le bon Hamzat, mais on a souvent vu des militaires qui sont portés au pouvoir dans l'Alliance populaire, mais qui sont devenus par la suite des autocrates, puisque visiblement le cas soudanais est aujourd'hui, je dirais, l'exemple palpable. Sauf que je vous dise, et que je me répète, par rapport à un grand qui a dit qu'un militaire sans formation politique reste un criminel en puissance. C'est Thomas Sankara qui l'a dit. Si le militaire n'a pas eu la discipline, il ne lui a pas été inculqué la discipline, le savoir, la méthode, les arcanes de la déontologie militaire, mais souffrait que ce soit un assassin. C'est normal. Et on en compte malheureusement beaucoup en Afrique. On a vu Dadis Camara en Guinée. Non, attention, Dadis, contrairement à ce que vous pouvez penser, le président Dadis, c'était un militaire hors pair. Mais il y a eu beaucoup de tueries. Non, il y a des ratés. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, comme le disait mon co-panéliste, il n'y a pas de leader dans cette contestation au niveau du Soudan. Si vous confiez même le pouvoir à soi-disant cette association dont vous parlez, ils ne feront que dalle. Ils n'ont aucune méthode de gestion du pouvoir, contrairement à ces militaires qui ont exercé pendant 30 ans. Donc, il faille s'asseoir, et moi je suis toujours un homme de dialogue, et définir les règles, définir passez-moi le mot, définir les voies et moyens par lesquels remettre l'État sur pied. Sinon, le pouvoir sera confisqué. Les militaires l'auront pour les 2 ans à venir, comme ils le disent. De toute manière, ils chantent que ça. Et pendant ce temps, les civils vont faire quoi? Continuer à crier. Ils vont amener le pays dans le désordre. Et ça, ce serait dommageable, pas pour ceux qui sont au pouvoir, parce qu'ils auront toujours de quoi manger, mais plutôt pour eux qui sont dans la rue. Donc, le risque d'implosion. Voilà. Alors, vous vouliez réagir? Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites que c'est-à-dire que ce sont les militaires qui... C'est-à-dire que ce sont des coups d'État. C'est vrai, ce sont des coups d'État, mais voilà, je veux dire, je ne suis pas d'accord quand vous dites que sans la rue, voilà, non. Je pense que c'est la pression de la rue qui permet aux militaires de se dire, bon, de toutes les façons, on aura leur aval, allons-y. S'il n'y avait pas eu de pression, s'il n'y avait pas eu de manifestation en Algérie ou là au Soudan, peut-être que ces 2 dirigeants seraient encore en place. Non, je pense pas. Et maintenant, je crois, vous m'avez peut-être pas bien compris. Je dis, aussi bien dans le cadre de l'Algérie, du Soudan, et ça va continuer sur d'autres pays, ce sont des coups d'État purs et durs. Dites-moi le contraire de ce que ce n'est pas l'armée qui a déposé le président Bouteflika en Algérie. Si vous me dites le contraire, je serai d'accord avec vous. Je viens de vous expliquer sur ce plateau que la décision même de mettre hors jeu le président Omar Hassan El-Béchir a été prise par ses proches, ses plus proches collaborateurs militaires, pas civils, militaires. Donc pour moi, un ancien de ce métier, pour moi c'est un coup d'État pur et dur. C'est un coup d'État, mais c'est-à-dire que c'est le peuple. C'est le peuple d'abord. L'implication du peuple n'est pas à négliger. Ce n'est pas, comme on l'a vu par le passé, des militaires qui prennent... C'est pas parce que quelques individus sont mis dans la rue à crier... Ce n'est pas quelques individus, c'est des millions de personnes. Non, vous savez, dans les méthodes de conspiration, il y a ce qu'on appelle le profit de la situation. Le profit de la situation. Je guette le moment venu, quand il n'a pas sa cravate, je saute dessus, je me la noue au cou. Très rapidement. Et quand vous savez bien que quand le drapeau est au-dessus de nos têtes, là, l'État devient plus fort. Le général que vous voyez, que vous pouvez aborder, qui était même allé au-devant des manifestations. Tout à fait. Celui qui est Al-Mourad. Al-Mourad était au-devant des manifestants.
Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même cas. Il n'est plus dans les mêmes dispositions à faire ce qu'il a fait hier. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il a la tête, il a le pouvoir en main. Il ne peut plus se permettre certaines choses. Si demain vous passez président de la République, vous pensez que je vais pouvoir vous approcher comme je vous approche aujourd'hui? Pas possible. Il y a des dispositions, il y a tout un ensemble de choses qui se mettent en place qui ne favorisent pas ce genre de choses. Dispositions sécuritaires. Tout à fait. On l'entend. Alors, c'est ce que je voulais dire au fait. Oui, voilà. Oui, mais c'est différent, par exemple, de cas qu'on a vu par le passé où on vous annonce à la radio, à la télé, écoutez, on a pris le pouvoir, et puis vous vous y pliez. Vous voyez, où la population est chez elle et constate ou bien apprend. Maintenant, l'autre chose aussi, vous avez parlé du fait qu'on peut donner le pouvoir aux militaires. D'abord, sur le continent, la majorité des Africains sont contre. Et puis, le fait que ce non, sont... pas dit ça. J'ai pas dit ça. Vous avez dit qu'ils sont des citoyens au même titre que les civils. Non, j'ai dit, très bien formés. Voilà. J'ai dit, d'accord. C'est une thématique. Ok. Je me pose la question de savoir s'ils sont citoyens au même titre que les autres. Et mieux formés. Et mieux, non, je n'ai pas dit ça non Discipliné. plus. Discipliné. Voilà. Qu'est-ce qui empêche le fait qu'il n'ait pas aussi accès au pouvoir? C'est une thématique. Oui, c'est une thématique, mais on connaît votre avis. On sait que, vous n'avez rien contre. Le fait que militaires bien formés, bien entraînés, qui soient très au fait de toutes les questions aussi bien politiques que sécuritaires, puissent prendre le pouvoir. Ah, mais ça dépend des conditions dans lesquelles. Moi, nous parlons en termes de démocratie. Donc, si vous allez prendre le pouvoir par exemple, faire un coup d'État violent où il y a des morts, machin, tout ça, ça c'est l'ancienne classe. Aujourd'hui, les mêmes qui nous ont entraînés, qui nous enseignent tout ça, mais ils ont pacifié le truc. C'est pour cela que je vous dis. Donc c'est des putsch pacifiques. Mais oui. Voilà. Je vous dis, prenez le cas du Zimbabwe. C'est l'armée qui est sortie de la caserne suite au fait. C'est le même scénario. C'est d'abord quelques individus qui sont dans la rue, qui crient. Et l'armée dit, bon, c'est bon, le patriarche. Alors, il faut avouer qu'au Zimbabwe, notamment, la crise est née dans le parti État, notamment la ZANU-PF. Oui, non, mais c'est ce que je vous dis. C'est qui a poussé d'ailleurs l'actuel président en exil. La ZANU-PF, ça ne se passe pas dans une caserne, hein. Ça se passe dehors, et entre les civils. On est d'accord. On est d'accord. Oui. Mais à partir du moment où ils se chamaillent, bon, c'est l'occasion pour que... Voilà, moment propice. Lui, voilà. C'est ce que je dis. Il rentre dedans, ils vont suivre des objectifs, ils bouclent le pays, ils décident de renverser un chef d'État qui n'a même pas terminé son mandat. C'était le cas avec Bouteflika, c'est le cas aussi avec Mugabe, et c'est aussi le cas avec Omar Hassan el-Béchi. Ça fait école. Je vous l'ai dit ici. Et ça va continuer. Selon vous, c'est un danger? Je vous dis pourquoi. J'essaye de répondre à votre question. Pourquoi est-ce qu'il est dangereux de confier le pouvoir à des militaires? Parce que, de un, c'est ce qu'on leur apprend, ça ne fait pas partie de leurs prérogatives. Et de deux, vous l'avez dit, c'est des gens disciplinés qui obéissent aux ordres. Et lorsque l'ordre est donné par une personne mal intentionnée, on a vu des exactions, on a vu des morts. C'est des personnes bien formées, bien armées, qui peuvent bien tuer, si je peux m'exprimer ainsi, moins que ce que peut faire le civil. Tout simplement. Pour ne pas aller loin, pour permettre que le débat puisse avancer, je vous dis que le militaire qui est bien formé ne peut pas se permettre des exactions. Je vous donne le cas. Mais combien sont-ils qui sont bien formés? C'est l'élite de l'armée. Mais ceux à qui on donne les ordres pour aller sur le terrain... Il y en a beaucoup. Croyez-moi, il y en a beaucoup. Vous avez dit quelques minutes plus tôt. Il y en a beaucoup. Vous prenez le cas de Omar Hassan el-Béchi, il y a bien celui qui est en place actuellement, le général Al-Bourhan. Mais c'est l'élite, ça. Mais qui a... La masse qui est envoyée sur le terrain. Il était lui-même au front. Il est sorti, il a rencontré les manifestants. Il aurait pu donner les ordres pour qu'on tire. Il n'a pas fait. Il est retourné dire à son patron, si on tire, on fait des morts. En cas même de tir qui ne va pas suivre la population, rien que des sommations... Mais nul besoin de tirer vu que la population veut faire partir le monsieur et que vous aussi, vous avez cette intention. Rien que des sommations peuvent créer des bousculades. La foule peut des bousculades et autres et créer des morts. Des morts, oui. Mais le tout dépend aussi de l'officier qui prend la décision de donner l'ordre de tirer ou de ne pas tirer. On a connu dans ce pays le général Kérékou en 86, vous vous rappelez, en 1989.
Voilà. 86, 87, 88, 89. Qui disait tirer sur tout attroupement de 3 personnes. Ce langage-là, vous ne l'ignorez pas. Oui, en 89, il a les dit, officiers qui sortaient revenaient dire à la base mission accomplie. Mais ils ne tiraient pas. Ils n'ont jamais tiré sur quelqu'un. Au contraire, c'est le général qui a été lapidé et qui a refusé sur le 3e pont, là, pendant que ceux qui étaient avec lui dégainaient. Il a dit si j'entends le moindre pétard ici, la personne rendra compte. Mais il y a d'autres cas où des gens ont tiré sur le continent. Voilà. Alors, allez-y. Oui, je prends le cas du Cameroun, tout simplement. Paul Biya n'est pas quelqu'un qui négocie généralement, malheureusement. C'est vrai que il y a des, je vais dire, des onces de dialogue. Quand vous parlez de Paul Biya, moi, quand je fais ce genre d'analyse, vous savez sur quoi je m'en tiens? Non. Je regarde déjà qu'est-ce qui compose la garde de chaque chef d'État. Moi, je suis un expert en la matière. Si demain vous m'appelez, je vous fais une audit de sécurité. Mon audit de sécurité va sûrement m'amener à savoir qui sont vos hommes, où et quand ont-ils été entraînés, quelles sont leurs capacités de management. Est-ce que c'est des gens qui ont... Si vous me dites Russie, machin, tout ça, soldats formés là-bas, je sais à quoi ça ressemble. Si vous me dites Yankee, ceux qui sont en train de fuir la Libye actuellement par la mer, je sais ce que ça ressemble, et etc., etc. Vous dites chinois, vietnamien, ça ressemble à quelque chose. Et vous voyez, même dans nos casernes, on a cette difficulté-là, parce que l'armée, l'orientation, en termes de formation de nos militaires, elle n'est pas fixée. Il faut savoir que les militaires béninois ou ailleurs ont besoin d'être formés dans telle armée. Et nous savons quel est le mental de ce type d'armée-là. Si vous formez des militaires en Russie, souffrez qu'ils ne fassent pas de cadeaux aux terroristes. Hein. Mais si vous formez des militaires en France, vous formez des militaires démocrates, je l'ai dit ici, il faut arrêter même à un moment donné de donner la possibilité, n'est-ce pas, à nos armées d'être mal formées. D'être mal formées. Mal formées, c'est quoi alors, la France ou la Russie? Ah non, vous ne comparez pas les deux pays. C'est incomparable. Je suis désolé. Moi, je dis tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Vous avez suivi la conversation entre le président Sarkozy et le président Poutine? Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est comme ça. Tu fais le con. Voilà, donc il n'y a pas match. Ça se passe comme ça. Nous allons revenir au cas du jour. Les forces de liberté de changement, coalition qui regroupe les partis d'opposition et l'association des professionnels soudanais demandent entre autres de dissoudre le conseil militaire et d'y intégrer des civils ou encore d'accepter que ce conseil ne concentre pas tous les pouvoirs. Là, on parle de propositions plutôt réalistes. Ouais, plutôt concrète, c'est un peu, ça rejoint un peu ce que je disais au début. Il faut que les militaires ouvrent la table de négociation. Ils ne peuvent pas décider de façon unilatérale, je pense, à cette étape des choses. Sinon, ils ne se dissocieraient pas de celui-là qu'ils viennent de déposer. Ce serait bien d'avoir l'oreille attentive à ce que pensent ceux-là qui ont mener la contestation, fût-il, je ne sais pas, de différents groupes ou même de groupuscules, d'avoir une idée de ce que pense la population et de voir ce qui est faisable compte tenu du contexte. On n'oublie pas qu'il y a le prix du pain. Est-ce que depuis que les gens manifestent, il a baissé? Le prix est baissé. Voilà des questions peut-être qui font rire, mais qui sont banales et essentielles à la fois. Donc, il faudrait s'asseoir et ensemble, on prend la décision soit de faire une sorte de gouvernement hybride, militaro-civil, ou ensemble on dit ok, laissons les militaires, mais peut-être pas 2 ans, peut-être 6 mois, ou autre chose, je ne sais pas. Mais le dialogue d'abord. Voilà, alors Solomon Hamzat, est-ce que le Soudan aujourd'hui doit rester sous la coupe de l'armée, notamment au vu des contraintes sécuritaires? On parle notamment du Darfour, où il y a une crise, il y a des drames qui se perpétuent tous les jours. Il y a le Soudan du Sud aussi, avec la situation sécuritaire là-bas. C'est très difficile d'être au Soudan aujourd'hui et de tolérer, je dirais, des difficultés. Il y a aussi la menace terroriste dans la région. On sait que le Soudan, c'est une zone où je dirais, les Américains accusent, ou l'Europe accuse beaucoup de terroristes de passer ou d'être formés. Il y a toutes ces questions-là aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, l'homme de la situation, aujourd'hui, on pose au Soudan, doit être un militaire? Il y a 3 paramètres que j'aimerais soulever ici. Lesquels? Le premier, c'est que les civils doivent
reprendre, n'est-ce pas, dans les règles là, les points de contestation sur un document qui devait adresser, moi, si j'étais à leur place, c'est ce que je ferais. On s'organise et dans les meilleurs délais, dans 24 heures, on n'a pas besoin de 10 jours pour faire, on l'adresse et on veut une réponse dans les meilleurs délais. Le deuxième paramètre, c'est que le Soudan est dans une position, souffre que je dis certaines choses ici, qui n'arrangent pas, n'est-ce pas, la géopolitique sous-régionale. Vous voyez, au Soudan, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé depuis les 10 dernières années. Le Soudan est le pays qui a accueilli Oussama Ben Laden. Le Soudan est le pays qui a accueilli ceux du Maghreb islamique. Le Soudan est celui qui accueille, je ne vais pas les citer tous. Tout ce qu'il y a de terroristes est passé par le Soudan. J'attends que quelqu'un vienne me dire le contraire. C'est un paramètre géopolitique, mais extrêmement dangereux. Du moment où les militaires sont toujours au pouvoir, à ce qu'on constate, ils sont au pouvoir certainement pour sauver certaines choses dont on ne dit pas les noms ici. Et le quatrième point, c'est l'enjeu que nous connaissons tous, économique. C'est du pétrole. Le pétrole, voilà. Tout le reste, c'est du blablabla. On bavarde pour rien. C'est du pétrole. Je suis sûr, vous me direz un jour que certains experts de la conspiration ont amené le Soudan à chuter. Vous avez entendu Tibor Nagy, ouais. Nagy, le secrétaire d'État américain pour l'Afrique, je crois. Je pense que c'est son poste. Qui disait, j'en ai fini avec le Soudan, maintenant je vais m'attaquer au Cameroun. Exact. Mais attendez, un monsieur de cette envergure qui sort des propos de ce genre, mais il y a de quoi s'inquiéter. Selon vous, donc, c'était une conspiration? Ah, ben écoutez, je continue de le dire. Omar el-Béchir n'avait qu'à pas augmenter le prix du pain. Et puis, remarquez une chose qui appuie ma thèse. Vous voyez que Omar el-Béchir était en Russie. Qu'est-il allé faire en Russie? Il a dit à Vladimir Poutine, je me sens menacé, j'ai besoin de votre aide. Il fait partie mais c'est pur et dur. Il voyait déjà venir le truc. Il savait que la destitution arrivait. Mais bon, il faut reconnaître aussi que le puissant Vladimir, il aime rester dans tout ce qui est légal aussi. Alors, ma question aujourd'hui, quel sort doit être réservé à Omar el-Béchir? Est-ce que, comme l'a dit le Conseil militaire de transition, on ne le livrera jamais? Il sera peut-être jugé au pays, nous pouvons le faire juger, mais nous n'allons pas le livrer, il n'ira donc pas à la Cour pénale internationale. Votre avis, Victor Malekouavé? Alors, quand on parle de ces pays, ça hérisse les poils de la majorité des Africains aujourd'hui. Je pense qu'ils ne le livreront pas. Déjà que lorsqu'il y avait un mandat d'arrêt international contre lui, l'Union africaine le protégeait. Qui est à la tête de l'Union africaine aujourd'hui? Un militaire. Et beaucoup, avant le militaire, c'était quelqu'un d'autre qui a déjà fait qui est déjà en train de dépasser les 20 ans au pouvoir. Donc, ils se ressemblent tous. Je ne pense pas qu'ils vont le livrer. Et la population africaine elle-même, quand bien même elle est contre ses dirigeants, elle a de plus en plus de mal à accepter de les livrer aux autres. Elle préfère les juger elle-même. Ce qu'il y a lieu de faire, peut-être, bon, pas ce qu'il y a lieu de faire, ce qui pourrait arriver et qui serait peut-être bénéfique à la population, c'est de voir si Omar el-Béchir a des avoirs extérieurs qu'on peut rapatrier, qui pourront servir. Malheureusement, c'est toujours très difficile dans ces cas-là. Ce qui est dehors reste dehors. Maintenant, après, l'empêcher d'avoir encore, de tirer encore des ficelles dans l'ombre, vraiment le tuer politiquement, mais pas le tuer tout court. Non, je ne pense pas. Après, c'est de voir si il y a la possibilité de faire émerger une nouvelle classe politique qui, et là, je le rejoins un peu, qui ne serait pas juste constituée de pantins qui crient le mot démocratie partout, il faut l'entendre, mais qui sont conscients des enjeux. Sinon, après, ça devient la Libye. Ça, c'est vite arrivé. À partir du moment où on a déjà réussi à diviser le pays en deux, à partir du moment où
on est dans une forme d'instabilité. Parce que vous voyez, quand il y a la rue, quand il y a les manifestations de rue, l'armée, la police, la gendarmerie n'a plus la même légitimité. Ils sont plus occupés à sauver ce qui peut l'être qu'à surveiller, par exemple, les frontières. Donc, on ne sait pas à ce moment-là qui entre et qui sort du pays, qui entre dans le pays, qui sort du pays. Donc, il faut faire très attention. Le dialogue et peut-être avec les propositions dans un bien compilé, c'est l'urgence, tout en ne perdant pas de vue les objectifs nationaux, parce que c'est la patrie d'abord, le reste après. Alors, Omar El-Béchir, Cour pénale internationale, pour ou contre? Vous connaissez mon avis. Moi, la Cour pénale, c'est une poubelle. Vous le savez. Vous voyez ce qui se passe par rapport à Mme Fatou Bensouda. Quand elle a voulu s'en prendre aux Américains, ils lui ont enseigné la leçon. Elle a compris. Et elle, avec les juges, avec on a compris que la Cour pénale, c'est... Écoutez, le Conseil de transition au Soudan a même refusé. Ils ont dit que c'est clair et net, Hassan El-Béchir ne sera pas livré. Donc pour moi, la récréation, elle est terminée. Mais s'il y a un gouvernement civil qui décide, non, pourquoi pas? Non, comme l'a dit mon co-débatteur aujourd'hui, moi, même si c'est excusez-moi le terme, même si c'est le plus clown de tous les présidents africains, et je préfère qu'il soit jugé à la maison que... Ce qu'on a vu à la CPI là, avec le président Gbagbo, plus jamais ça. N'acceptons plus jamais ce genre de mascarade. Ils n'ont qu'à... Mais la Cour pénale internationale dont vous parlez, elle est partisane. Selon vous? Mais qui a été tiré en Côte d'Ivoire? Qui a tiré sur la résidence du président Gbagbo? Sous soi-disant un mandat de l'ONU. On le connaît, il se balade, il vient même en Côte d'Ivoire boire du champagne. Il n'est pas inquiété. Si la Cour veut nous montrer qu'elle est une Cour indépendante, elle commence déjà par arrêter celui-là. Moi, je vais applaudir. Vous voulez parler du président Sarkozy? Vous le savez. Et mieux, Mm. il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Parce que c'est la justice des vainqueurs. Ceux qui ont pris les armes, qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, ils sont connus. Ce n'est pas le président Gbagbo qui a attaqué. On ne peut pas s'auto-attaquer. Moi, je suis là, je gère le pays. Il y a des coups de feu. Vous voulez que je laisse les bras croisés? Ah non, je demanderai à l'armée républicaine de prendre cette disposition. C'est ce qu'a fait à un moment donné le président Gbagbo. Maintenant, si la CPI... Non, pas de mort à Hassan El-Béchir en CPI. Ça ne marchera pas. D'accord. Alors, est-ce qu'il mérite au moins d'être jugé? Ah oui, écoutez, 30 ans de régime... Militaire. Il y a des exactions militaires, merci. J'ai été, mais il y a des exactions. J'ai été militaire, quand même. Omar El-Béchir, c'est pas un enfant de cœur. C'est pas la glace à sucer du festival des glaces. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que c'est carrément c'est du rang dedans. On peut pas, donc là, même s'il n'est pas le donneur d'ordre, mais il est le garant, n'est-ce pas, de la tenue, n'est-ce pas, du pays, d'abord d'une part, pour le respect de la Constitution, et il est le garant des vies de tous les Soudanais, du premier au dernier. Maintenant, quand vous prenez déjà, on l'a scindé en deux. Pourquoi? Ce Soudan est aussi géant qu'il était à cause du sous-sol. Pas parce que Riek Machar ou le président Salva Kiir était meilleur à El-Béchir. Non, il fallait scinder le Soudan et le scinder dans le parallèle où tout ce dont on avait besoin était... Ouais, même pour convoyer le pétrole, on est obligé de le convoyer vers le nord. On le produit aussi, mais on ne le renvoie pas le pipeline vers le nord. Si Hassan El-Béchir n'était pas d'accord, il pouvait mettre un terme. Et il est arrivé même au moment où certains ont demandé... Vous voyez ce qui se passe dans ce secteur-là, géostratégique, Soudan, Érythrée, Somalie, toute cette partie-là. Et puis le Soudan a l'avantage... Il se joue un combat de l'eau et du pétrole. Un combat de l'eau et du pétrole, où on sait qu'on ne s'en sortira pas. C'est pour cela que je vous dis, ça va continuer. Et puis le Soudan a l'avantage d'être...
je veux dire le Soudan et le Soudan du Sud, cet ensemble a l'avantage ou le malheur, ça dépend de comment on veut voir les choses, d'être au carrefour de la corne de l'Afrique du Nord et puis l'Afrique centrale. Exactement. Donc stratégiquement, c'est énorme comme enjeu, franchement. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, voilà. Alors, aujourd'hui, on a vu l'Algérie, on voit le Soudan. J'ai envie de vous demander à quel tour. On a vu déjà le Zimbabwe. Oui. Je tournais au Zimbabwe. Ça a commencé par là et je dis ça va faire. Vous ne voyez pas que c'est le même scénario? C'est les mêmes dispositions. C'est de soulever. Regardez, c'est mieux, j'allais vous dire. C'est même remontons même à la Tunisie. Il a fallu que l'autre s'immole sur la place publique et c'est parti. L'autre s'est retrouvé dans la vie. Jusqu'aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite, il ne rentrera pas. Il ne rentrera pas. Zine El Abidine Ben Ali. Oui, exactement, le général. Il rentre, les Tunisiens l'attendent. Ils veulent bien qu'il se rende compte, mais il se tape un paradis doré là-bas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, des pays comme l'Arabie Saoudite doivent être tolérés comme refuge pour des gens qui ont des comptes à rendre à leur peuple? L'Arabie Saoudite a un couloir. Grand allié de Omar el-Béchir aussi. Exactement. Rappelons-le. Et qui a même envoyé un avion pour l'extraire. Dans ce coup d'État-là, il y avait un avion, quand il allait à l'aéroport, c'était, paraît-il, un avion de l'Arabie Saoudite qui était venu pour le faire partir. Donc, je sais pas vous dire quoi. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, même au niveau de l'Organisation des Nations Unies, reçoit des prix. C'est incroyable. Je ne veux pas dire des choses ici. Donc on tolère des gens, on ne tolère pas d'autres. Non. Voilà. Il n'y a pas de mesure. Et on tolère qui? On tolère qui? Les moins gagnants. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le droit. Donc, écoutez, et puis vous voyez, quand je viens ici, vous me parlez de démocratie, je vous fais comme ça. Parfois, il y en a qui risent. Ils disent non, monsieur Hamza, tu es un extrémiste. Alors, laissez-moi finir. C'est un extrémiste. Mais la démocratie en elle-même, aujourd'hui, on ne la sent plus. Elle est à la poubelle révolue depuis une dizaine d'années. Vous voulez parler des pays dans lesquels les pays frontaliers? Tous les pays. Il n'y a pas d'exception, même en France. Il n'y a plus de démocratie. Ah non, vous tirez sur les gilets jaunes, vous détruisez même la capacité de vision des humains. Et ce n'est pas, il n'y en a pas un, il y en a des milliers. Mais vous appelez ça quoi? Vous savez qu'il fut une époque, si vous faites ça, vous serez taxé tout de suite. La France se levait à l'époque, mais aujourd'hui, ils sont tombés complètement, ils ont besoin de ressources. Ils s'en fichent de qui vient au pouvoir, qui ne vient pas au pouvoir. Ils font ce qu'ils ont à faire, point. Et je retourne tous les concitoyens africains à mon émission que j'ai tournée ici sur ce plateau, sur la carte à $1 milliard. La Banque mondiale est en train de faire scanner le sol. Et vous avez vu, hein, remarquez une chose, toutes les ambassades américaines dans la sous-région sont presque réfectionnées, agrandies. Ça dit, ils ont la place pour installer tout ce qu'il faut. On ne vit plus. Ici, en Afrique de l'Ouest, non, c'est pas la peine. Vous êtes tracé, je sais de quoi je parle et je mets au défi qui viendra. Je suis prêt, j'ai des données. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir et me dire le contraire. Même chez nous ici, vous voyez, allez, notre conseil de l'entente, il est où? Alors, Victor Kwabébé, aujourd'hui, à quel tour? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est juste, pourquoi pas, des pays sahéliens qui sont concernés, ou bien des pays comme le Cameroun, des pays comme le Togo, des pays comme le Bénin peuvent être, je dirais, aussi assaillis par cette soif-là de liberté? Ou est-ce que aujourd'hui, la démocratie est en net recul, comme semble le souligner Souleymane Hamzat? Oui, nos chiffres sont clairs. Au niveau d'Afrobaromètre, la tendance au soutien de la démocratie est à la baisse parce que les gens sont plus préoccupés par leur survie ou par leur vie. Je pense que c'est en fait une relation de cause à effet. Ce n'est pas que la démocratie en soi ne soit pas approuvée des Africains, mais c'est que si cette démocratie ne leur permet pas de vivre décemment, ils sont contre. Et le danger qu'il y a là, c'est effectivement qu'on puisse mettre n'importe qui à la tête de n'importe quel pays pourvu qu'il donne les signaux
tout au moins apparent, d'un mieux-être pour sa population. Voilà, vous êtes Victor Emmanuel Ekwa Bébé 3, vous êtes journaliste, coordinateur de la communication Afro-Baromètre pour l'Afrique francophone. Face à vous aujourd'hui, Souleymane Amjad, spécialiste des questions de protection et de sécurité, président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est à la fin de cette émission consacrée bien évidemment au Soudan et à la chute du régime d'Omar el-Béchir. Après 30 ans, le peuple seul maître et détenteur du pouvoir. La question était posée. Nous avons parlé de beaucoup d'autres pays sur le continent, l'actualité obligeant et les cas d'école ou les cas copiés aussi obligeants. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Angle de Vue.